On va décortiquer ensemble une situation ultra complexe. Comment des conflits qui semblent lointains menacent de faire basculer l'Égypte dans une crise énergétique et économique majeure. C'est une toile de menaces assez fascinante et inquiétante à la fois, et on va essayer de démêler tout ça en s'appuyant sur ce que disent nos sources. C'est un peu la question à 1 million de dollars, n'est-ce pas? Et c'est pourtant exactement ce qui est en train de se passer pour l'Égypte. Le pays se retrouve pris en étau dans des crises qui, à la base, ne le concernent pas directement. Mais les conséquences, elles, pourraient être absolument dévastatrices. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Le vrai cœur du problème, d'après les analyses, c'est que le conflit est en train de déborder. On n'est plus dans une simple confrontation directe. L'Iran, semble-t-il, cherche à élargir le terrain de jeu. Et dans cette nouvelle configuration, l'Égypte se retrouve en plein milieu de la tempête. Et cette tempête, elle se joue sur 3 fronts bien distincts. D'abord, les champs gaziers en Méditerranée. Ensuite, un point de passage maritime ultra stratégique, le détroit de Bab el-Mandeb. Et enfin, le golfe arabo-persique. Chacun de ces points représente un danger bien particulier pour l'Égypte. On va les prendre un par un, en commençant par la Méditerranée. Ok, premier point chaud, la Méditerranée. C'est la menace la plus directe, celle qui touche au portefeuille et à l'énergie du pays. Et là, attention, le piège est subtil. Le danger ne vise pas directement les gisements égyptiens, mais des sources de gaz étrangères, dont le Caire est devenu totalement dépendant. Et la cible, justement, elle n'est pas choisie au hasard. Les sources parlent d'une menace très précise. Le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran préparait des frappes ciblées contre des plateformes gazières israéliennes en mer. On parle ici des gisements de Léviathan et de Tamar. Ces noms ne disent peut-être pas grand-chose, mais ils sont devenus une artère vitale pour l'Égypte. Une partie de ce gaz sert à la consommation locale égyptienne, mais l'autre partie, elle est transformée, liquéfiée, puis revendue. Et devinez à qui? À l'Europe. C'est donc aussi une source de revenus en devises absolument essentielle. Pour bien comprendre l'échelle, il faut regarder ce chiffre, 1,6 milliard. C'est le nombre de mètres cubes de gaz qui passerait par ce pipeline chaque jour. C'est juste colossal. Ce n'est pas un simple chiffre, c'est une ligne de vie économique. Et le problème, c'est qu'elle est incroyablement exposée. Du coup, la question qui tue est évidente. Qu'est-ce qui se passe si ce robinet est fermé? Que ce soit à cause d'une attaque, ou même si Israël décide de tout couper par précaution, les conséquences seraient immédiates et brutales. Et là, c'est le début d'un effet domino. Le premier à tomber, c'est l'Égypte. Crise énergétique, économie à genoux. Mais ça ne s'arrête pas là. Le domino suivant, c'est l'Europe, qui compte sur ce gaz égyptien. Alors que tout le monde s'attendait à une baisse des prix, il flamberait d'un coup. La menace est donc loin d'être seulement régionale. On quitte la Méditerranée pour le deuxième front, la mer Rouge, et plus précisément un petit détroit qui est tellement stratégique que pour le Caire, sa sécurité est une question de survie nationale. On parle bien sûr du détroit de Bab el-Mandeb. Alors, pour situer, Bab el-Mandeb, c'est ce goulot d'étranglement tout au sud de la mer Rouge. Imaginez une autoroute mondiale pour le commerce, Bab el-Mandeb, c'est le péage où il n'y a qu'une seule voie. C'est le passage obligé pour tous les bateaux qui vont vers le canal de Suez. En un mot, c'est un choke point. Cette citation, issue de l'une des analyses, est vraiment très forte. En gros, ce qu'elle dit, c'est que même si la carte géographique montre le contraire, pour les stratèges égyptiens, ce détroit est considéré comme un territoire national. Ça rappelle forcément la guerre de 1973, où l'Égypte avait justement bloqué ce passage. L'histoire ne se répète pas, mais elle rime. Si ce détroit venait à être fermé, par exemple, si des mines y sont posées, une menace brandie par l'Iran, la catastrophe économique serait mécanique. Étape 1, le trafic vers Suez s'arrête. Étape 2, les revenus en dollars du canal, qui sont vitaux, s'évaporent. S'ensuivent la dévaluation de la monnaie et une inflation galopante. C'est la recette d'un effondrement économique. Et comme si le tableau n'était pas assez sombre, voilà qu'un autre élément vient jeter de l'huile sur le feu. Selon les sources, Israël serait en train de construire une base de surveillance juste à côté, au Somaliland. Forcément, c'est perçu comme une provocation monumentale. La réaction du Caire, d'après ces mêmes sources, a été immédiate et sans détour, une menace directe de frapper la base avant même qu'elle soit terminée. Ça donne une petite idée du niveau de tension extrême qui règne autour de ce petit bout de mer. Troisième et dernier front, le Golfe. Là, la menace est plus indirecte. Elle ne vise pas le territoire égyptien lui-même, mais ses alliés stratégiques et économiques les plus importants. Et l'impact, au final, pourrait être tout aussi grave. Ce graphique, il illustre un vrai changement de stratégie. On aurait tendance à penser que la cible numéro 1 d'un tir iranien, c'est Israël. Mais d'après les données des sources, c'est faux. Environ 60% des tirs récents n'étaient pas dirigés vers Israël, mais bien vers les pays du Golfe. La vraie cible est peut-être en train de changer sous nos yeux. Et concrètement, sur le terrain, ça donne quoi?
Eh bien, on parle de frappes sur les Émirats, d'attaques sur des bases saoudiennes ultra importantes, et même d'une guerre psychologique avec des messages envoyés directement aux populations. L'objectif semble être de mettre à genoux les économies et les armées des monarchies du Golfe. Alors, face à ces 3 menaces mortelles, comment l'Égypte s'en sort? Elle est obligée de jouer une partie d'échecs incroyablement complexe en alternant la diplomatie, les menaces à peine voilées et les démonstrations de force. Ce qui est intéressant, c'est que la réponse est différente pour chaque menace. C'est une stratégie sur mesure. Pour le gaz, on est dans la diplomatie et la surveillance. Pour le Détroit, on montre les muscles avec une présence militaire. Et pour la base au Somaliland, c'est l'avertissement direct, un quasi-ultimatum. C'est une approche au cas par cas. Finalement, la conclusion qui ressort de toutes ces analyses, c'est qu'on assiste à une sorte de guerre invisible. Il n'y a pas de déclaration de guerre officielle, mais les batailles sont bien réelles. Elles se jouent sur le terrain économique, logistique, stratégique, et l'enjeu final, c'est la domination de la région. Et on va se quitter sur cette question, qui est finalement la clé de tout ça. Est-ce qu'on est simplement en train d'observer un nouveau chapitre de la rivalité régionale? Ou est-ce que, sans s'en rendre compte, on est les témoins d'un jeu de pouvoir mondial bien plus vaste, dont les conséquences pourraient échapper à tout le monde? La réponse à cette question dessinera l'avenir de la stabilité bien au-delà du seul Moyen-Orient.